d'entre vous qui ont eu la chance de faire la visite, vous avez pu le constater, vous êtes ici dans une entreprise qui reflète, je pense, assez bien le dynamisme de notre tissu industriel. DCF est une PME, comme 90% des 9000 entreprises de notre filière. Elle propose des produits de spécialité, des produits de haute technologie, des produits d'innovation. Elle tire sa croissance à l'export. Elle investit de manière significative et elle innove pour proposer des solutions aux autres secteurs industriels aval. Alimentation, alimentation animale, pharmacie. Elle valorise les coproduits de l'industrie agroalimentaire et à ce titre, c'est un acteur de l'économie circulaire. Et enfin, vous avez pu le voir aussi, elle dépend pour sa compétitivité d'un accès à l'énergie favorable. Elle est donc une illustration parfaite du potentiel de notre filière. Elle est une illustration parfaite des opportunités liées à l'industrialisation dans les territoires, parce qu'elle est créatrice d'emplois, et des défis auxquels notre secteur doit faire face. Elle est enfin une des PME engagées dans l'accélérateur chimique dont nous vous parlerons tout à l'heure. Donc je crois que c'est la parfaite illustration, encore une fois, de notre filière. Peut-être permettez-moi rapidement de vous présenter ce qu'est la filière chimie matériaux en quelques mots. 330 000 salariés dans 9 000 entreprises. C'est une filière qui investit, qui représente 20% des investissements industriels en France et dont la stratégie de différenciation et d'innovation est liée à son fort effort de recherche et développement. Il faut savoir qu'il y a 20 000 chercheurs sur les 330 000 personnes, donc à peu près 7% des effectifs de la branche sont en fait complètement dédiés à l'innovation et au développement. Donc vous êtes en fait chimie matériaux, je pense, on peut qualifier le secteur high-tech, c'est la vente des solutions de demain. Les technologies sont là, elles sont disponibles. C'est plus un enjeu de compétences et j'allais dire de gestion du changement. Donc il faut vraiment accompagner cette gestion du changement, notamment dans les compétences de nos équipes. Et c'est dans ce sens que nous avons évidemment mis en place un EDEC avec la plasturgie et plus récemment dans la chimie. Un contrat qui comporte un petit nombre de projets structurants, des objectifs clairs associés à des indicateurs de succès et puis des engagements réciproques entre État et industrie. Donc notre CSF, qui réunit tous les acteurs d'une filière diversifiée, chimie, papier, plasturgie, caoutchouc, a rapidement su formaliser son contrat, première présentation en mai lors du CNI, et nous avons déjà en fait commencé à le mettre en œuvre, puisque l'EDEC sur le numérique est signé et l'accélérateur chimie donc a démarré la semaine dernière. Enfin, je suis très heureux de dire que nous nous réjouissons que nous avons 3 ministères qui sont signataires de ce contrat de filière. L'économie, forcément, mais ça c'est, j'allais dire, la norme, mais également le travail et le MTES. Donc je souhaite évidemment saluer cette triple signature et je pense que ça s'inscrit bien dans notre démarche qui est celle d'accompagner la transition énergétique, écologique et économique. Je vous remercie de votre attention. On réunit physiquement pour signer un contrat stratégique de filière. Alors c'est peut-être le deuxième en signature, mais le premier avec 3 ministres. Voilà, vous êtes premier quand même. Et de plus en plus, et demain encore plus, l'accès au capital financier, qui est toujours évidemment un sujet, mais et sera plus facile que l'accès au capital humain. C'est-à-dire que la différence, non seulement de productivité et de compétitivité, mais même d'accès à la ressource, d'accès au capital humain, devient décisive. Il y a aujourd'hui, désormais, des entreprises nombreuses qui ne prennent pas des marchés faute de compétences. Et ce n'est pas un sujet ponctuel et français, c'est un sujet général et mondial. Le sujet de la bataille des compétences est un sujet évidemment social, puisque c'est la meilleure manière de lutter contre le chômage de masse, j'y reviendrai, mais c'est aussi un enjeu économique énorme. Ce sont les entreprises qui auront accès aux compétences qui pourront développer des marchés en France, à l'export et dans la compétition internationale. Et pour ce sujet-là, il y a pour moi 2 conditions pour réussir. La première, c'est l'anticipation. Il faut avoir une vue claire, alors pas à 20 ans. À 20 ans, on n'a aucune idée des métiers et ça n'a aucune importance.
voilà, il ne faut pas se décomplexer avec ça, parce que de toute façon, on sait que déjà d'ici 10 ans, la moitié des emplois et des métiers seront profondément transformés, et de toute façon, la formation tout au long de la vie ne sera pas simplement une aspiration humaniste, mais sera une condition de croissance et de survie de toutes les entreprises, de tous les secteurs d'activité. Nous entrons résolument, et la France est en train de prendre une position leader, puisque avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, on a un certain nombre d'innovations, on est les premiers à le faire, et si elles réussissent, on prend un coup d'avance qui me paraît très important. Mais par contre, il faut pouvoir anticiper à 3, 5, 10 ans. Et ça, on peut le faire. Et ça demande un travail collectif énorme. Chaque entreprise peut le faire, et encore moins quand il s'agit d'une ETI ou d'une PME. Mais même au niveau d'un grand groupe, la notion d'anticipation des compétences par entreprise est tout à fait insuffisante. Je dirais changer de braquet, mettre la démultiplier sur ce sujet, et notamment, c'est pour ça que votre filière a été sélectionnée récemment dans le cadre d'un appel à projet national que j'ai lancé sur le soutien aux démarches prospectives. Alors, il faut faire des choses très concrètes, très opérationnelles, pas exhaustives, mais qui permettent de vraiment trouver les leviers qui vont permettre d'anticiper cette évolution des compétences et aussi des organisations du travail et de l'accompagnement, je dirais, général sur le capital humain. Le deuxième condition pour réussir, c'est de construire les compétences. Ça paraît tellement évident que c'en est presque choquant, sauf que dans l'industrie, nous nous heurtons à un vrai problème en France. Aujourd'hui, votre filière, Chimie Matériaux, a à peu près 10 000 projets de recrutement. Au moins un recrutement sur 2 est difficile. Toutes les études le montrent. C'est vrai dans l'ambiance, c'est vrai au plan national, c'est vrai partout. Et c'est vrai d'ailleurs pour BCF. Pourquoi ? D'abord, il faut bien se dire que l'industrie française a perdu 1 million d'emplois en 15 ans. Donc, pendant ces périodes-là, on a peu formé. Et par ailleurs, les jeunes, les familles, les salariés, les demandeurs d'emploi ont arrêté de penser qu'il y avait des emplois dans l'industrie. Et donc, effectivement, nous avons un retournement de situation que, évidemment, nous saluons avec bonheur. Et ça fait 1 an que l'industrie, répartie à la hausse sur les recrutements, cherche à recruter et a un mal fou à trouver des compétences. Alors, il y a des soudeurs et des chaudronniers qui sont bien connus, mais il y en a dans tous les domaines. Et je dirais, ce qui est intéressant, c'est que c'est du CAP à l'ingénieur. On a absolument sur tous les niveaux de qualification. Et c'est peut-être là notre chance. C'est qu'on manque d'ingénieurs, on manque de techniciens, on manque d'ouvriers qualifiés, on manque dans tous les domaines. Ça s'explique dans l'histoire. Donc maintenant, c'est comment on renverse la vapeur, comment on reconquiert cette bataille des compétences. Et là-dessus, je vais être très franche, comme toujours. On peut tous se désoler qu'on ne trouve pas les compétences, mais si on cherche juste dans le vivier actuel, les industriels des secteurs vont juste se battre pour les mêmes compétences, et ça ne sera pas à la hauteur des besoins. Ça, c'est mécanique. Il y a un désajustement de l'offre et de la demande. Donc, il faut travailler. La demande augmente, il faut augmenter l'offre. Au parallèle, nous avons un chômage de masse qui, certes, a commencé à diminuer dans le pays, de 9,7 à 9,1% en 1 an. Ça reste énorme. Et nous avons donc, en théorie, un potentiel de réserve qui est important, plus important que certains pays, par exemple comme l'Allemagne, qui aujourd'hui a ce même problème, mais n'a pas le réservoir humain. Il faut le transformer en compétences. Et c'est aussi un des grands leviers de lutte contre le chômage de masse et la baisse du chômage. Alors pour construire ces compétences, il y a 2 voies. D'abord, il faut aller chercher plus large, et deuxièmement, il faut intensifier totalement les sujets de formation et d'accès aux compétences. Aller chercher plus large, ça veut dire que je pense que nous devons changer notre logiciel dans notre pays. Si on cherche, et je vais être provocante, que des hommes entre 28 et 40 ans, qui ont fait les mêmes diplômes, qui viennent des mêmes écoles, des mêmes milieux sociaux, dans les mêmes bassins d'emploi, dont aucun n'a un handicap et personne vient des quartiers prioritaires de la ville, et évidemment peu de femmes dans l'industrie, je vous confirme, vous ne les trouverez pas. Donc, cherchons aussi le potentiel qui est beaucoup plus large. Les femmes dans l'industrie, pourquoi pas. Il y a d'excellentes réussites, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de réussite. C'est une conquête d'opinion.
mais c'est aussi le volontarisme et l'affirmation de l'industrie qui permettra de le faire. Il y a des habitants des quartiers prioritaires de la ville, partout en France, à 10 000 diplômes égal, même ingénieurs, ils ont 2 fois moins de chances d'être recrutés que les autres, 2 à 3 fois moins de chances. Pourquoi on ne va pas les chercher? Pourquoi? Et s'il manque quelques codes sociaux d'entreprise, on sait les apprendre. Il y a des postes nombreux dans l'industrie qui peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Il y a toutes sortes de handicaps qui sont bien composés aujourd'hui. Et il y a 500 000 personnes en situation de handicap à Pôle emploi. Beaucoup d'entre eux sont très employables et nous avons tous les moyens de les former aux compétences. Donc évidemment, il faut continuer les recrutements classiques, mais je crois qu'il faut aussi ouvrir l'éventail des publics. Et puis le deuxième, c'est former, 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 former. Car nous ne trouverons pas les compétences sur étagère. Nous n'avons pas formé des soudeurs pendant des années, on ne va pas les trouver maintenant. Et pareil au niveau des BTS de maintenance. D'ailleurs, je salue les entreprises du Morbihan, BCF, qui avec l'IET ont décidé de s'investir dans ce sujet. On ne va trouver les compétences que si on les construit. Et pour les construire, il faut les construire ensemble. C'est pour ça que dans le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, nous avons pris une grande décision avec mes collègues ministres de l'Éducation nationale, ministres de l'Enseignement supérieur. C'est vous qui allez définir le référentiel des diplômes. Parce que pour l'instant, c'est la fonction publique, c'est les ministères qui définissent les diplômes, même le contenu professionnel, et ils vous consultent. On est gentil quand même. On vous consulte. Et en plus, on les réforme en moyenne tous les 5 ans. Donc il faut 2-3 ans pour s'apercevoir qu'ils sont plus à jour, 5 ans pour les transformer, 3 ans pour les premières probations, 10 ans, ça y est, c'est pas à jour. Voilà, donc maintenant la balle est dans votre camp, au niveau des branches, au niveau des filières professionnelles, pour définir quelles compétences vous avez besoin, et ils seront intégrés dans les diplômes nationaux. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est évidemment former notamment les jeunes. Alors, pas que les jeunes, et dans le plan d'investissement compétences, il y a une priorité sur tous les métiers en tension, donc il y en a beaucoup dans votre secteur, et nous avons les moyens de former 2 millions de jeunes et de demandeurs d'emploi dans les années qui viennent, sur tous les métiers nécessaires. Donc avec Pôle emploi, avec les régions, j'ai signé d'ailleurs une convention avec la région de Bretagne sur ce sujet, nous sommes en train de discuter là. C'est 7500 apprentis. 5700, pardon. Je rêve déjà du chiffre de l'année prochaine, j'espère. 5700. Quelle est dyslexie heureuse. 5700, c'est-à-dire à peu près 2% des effectifs. Bon, là, on n'est pas du tout à la taille de vos besoins de demain. Du CAP à l'ingénieur, à tous les niveaux, nous avons besoin de construire ces compétences. Et moi, je vous invite, dans le travail qu'on est en train de faire, où maintenant on renforce le rôle des branches professionnelles et des filières stratégiques, avec les régions, avec l'État, pour qu'on travaille hardiment à développer cet apprentissage comme une véritable filière, parce que c'est structurellement ce qui vous permettra aussi de pouvoir disposer des compétences demain. Donc, en clair, je me réjouis fortement de ce contrat de filière. Je pense qu'on en a sous le pied ensemble, sur le plan de la croissance économique, du développement, notamment de l'écosystème des PME, des TI, sur le plan de la transition écologique, vous avez un secteur particulièrement concerné et en pointe à la fois, mais donc un enjeu fort, et sur le plan de la bataille des compétences, donc transformons notre problème d'aujourd'hui en levier de compétitivité, en levier de différenciation et en levier d'inclusion de ceux qui cherchent un emploi. Merci. Au cœur du contrat stratégique filière, puisque le but c'est le développement, la croissance, la performance de la filière, mais aussi écologique, puisque c'est une filière très impliquée dans la transition écologique, et évidemment aussi le travail, puisque la stratégie des compétences est un des moteurs de la guerre pour réussir la croissance de cette filière. Une grosse difficulté de recrutement? Alors c'est un secteur qui a beaucoup de difficultés de recrutement, puisque aujourd'hui on cherche 10 000 personnes dans le secteur de la chimie et des matériaux, et un recrutement sur 2 est difficile, notamment en matière de compétences. Une des raisons, c'est parce qu'on a sous-investi dans les formations industrielles depuis 15 ans en France. On avait perdu 1 million d'emplois. Depuis 1 an, on recrée de l'emploi industriel, et du coup, on ne trouve pas les compétences, d'où l'importance de signer un accord d'anticipation de développement des compétences et ensemble de bâtir
bâtir des filières d'apprentissage et des filières de formation qui vont permettre à des jeunes, à des demandeurs d'emploi, avec des profils très variés, des femmes, des hommes, des personnes de tous les âges, d'accéder à l'emploi et en même temps d'amener ces compétences dont a besoin la filière de chimie et matériaux pour se développer et pour avoir de la croissance. C'est un besoin qui se ressent dans d'autres secteurs d'activité aussi. Oui, mais la chimie matériaux a cette caractéristique d'avoir un emploi très qualifié, hautement qualifié. Je rappelle que 7% des effectifs de 330 000 personnes sont des chercheurs, des techniciens de laboratoire, et un opérateur dans une usine chez nous est un diplômé au moins avec un bac pro, voire un bac plus 2. Donc c'est tout. Vous avez vu que ce sont des métiers de haute technicité, et donc où la compétence des équipes fait la différence dans la capacité d'ailleurs du secteur à innover et à proposer des solutions d'avenir. Et une des autres difficultés, mais qui est un atout, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, la chimie, c'est 9000 entreprises, mais c'est 95% de petites, moyennes entreprises ou de PME ou ETI. Donc c'est partout sur le territoire, ce qui est une bonne chose. Et ça veut dire que pour convaincre de faire venir ce soir, qu'on est une PME, une ETI, on est moins visible. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre les bouchées doubles et que d'avoir une stratégie de filière sur ce sujet sera important pour construire les qualifications en bac pro, en BTS, en ingénieur, mais aussi rendre visible toutes ces PME, toutes ces ETI qui sont prêtes à recruter. En plus, c'est des emplois très majoritairement en CDI, durables et correctement payés. Absolument. Combien de temps avant les débouchés concrets, parce que la formation, ça prend du temps. Rien que le secteur de la chimie a fait 50 000 embauches sur les 5 dernières années. Donc c'est un effort continu. Et oui, aujourd'hui, le recrutement est plutôt un facteur limitant pour le développement de certaines entreprises. On le voit ici aujourd'hui, on est chez DCF, les effectifs ont doublé en 10 ans. Ils prévoient de continuer à les faire monter en puissance, certainement de faire croître leur business. Et le souci, c'est de trouver les bonnes compétences. C'est pour ça qu'avec la réforme de l'apprentissage et le plan d'investissement en compétences, en clair, on met les bouchées doubles avec les professions qui recrutent et là, on va pouvoir accélérer les formations pour que cette démarche déjà de formation et de recrutement qui existe depuis des années, et en plus l'amplifier. C'est quand même rageant de voir des marchés qui ne peuvent pas être pris parce qu'on ne trouve pas les compétences alors qu'on a des jeunes et des moins jeunes qui cherchent de l'emploi. Donc on va accélérer tous ces dispositifs de formation ensemble. Et Muriel, je voulais juste peut-être rajouter un élément et dire que je pense sous le contrôle de la ministre du Travail, mais la transition écologique est de toute façon un relais de croissance qui nécessite aussi des nouvelles compétences, quoi qu'il en soit, et de réinventer certains métiers. Et des filières comme celle de la chimie, par exemple, sont en première ligne et en pointe dans ce domaine-là et doivent l'être. Et donc du coup, je crois que le fait d'être toutes les trois ici, nos trois ministères représentés, aux côtés des acteurs, eh bien, symbolise toute cette réinvention de l'économie, ce relais de croissance qu'on doit emmener de l'avant. C'est un enjeu qui est central en termes économiques parce qu'une filière qui exporte à 45%, c'est le solde commercial qui est en jeu, c'est la création de l'aval aussi, puisque la chimie profite dans plein de secteurs aval, on crée des éléments de compétitivité, on a parlé de l'énergie, de l'automobile avec les batteries, on a parlé de la santé avec les bioproductions, on peut citer l'agroalimentaire également, donc ça irrigue complètement un tissu économique, comme l'a souligné Muriel Pénicaud, c'est territorial, donc il s'agit de reconquérir des territoires, pas seulement de se trouver les grandes villes. Les filières chimie matériaux, c'est 322 000 emplois directs aujourd'hui, avec beaucoup plus en potentiel, mais c'est 1 500 000 qui sont impactés. Donc c'est vraiment un enjeu de développement économique, de transition écologique.